Mon père a ridiculisé mon métier d'enseignant devant 300 invités. Mais son arrogance s'est éteinte quand la présidente Lambert a pris le micro pour révéler à tous qui je suis vraiment. Il n'était pas prêt à entendre la vérité. Mon père avait l'habitude de dire que l'enseignement n'était pas une vraie carrière, juste quelque chose que les gens faisaient quand ils n'étaient assez bons pour rien d'autre. Et lors de son gala médical, sous un lustre qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel, il m'a présenté à 300 invités comme mon fils qui enseigne en maternelle, en gros, du babysitting. Ils ont ri, tous. Le genre de rire qui vous arrache toute dignité. C'est à ce moment-là que l'atmosphère de la salle a changé. La présidente de la Fondation Lambert s'est approchée du micro, a regardé mon père droit dans les yeux et a dit « Intéressante présentation, docteur Dubois. Maintenant, laissez-moi dire à tout le monde ici qui est vraiment votre fils. Vous devriez peut-être vous asseoir. » À cet instant, le monde ne s'est pas seulement arrêté, il a basculé. Je m'appelle Julien Dubois, et ceci est la partie de ma vie que je n'aurais jamais pensé raconter à voix haute. La nuit où mon père a brisé ce qu'il restait de ma dignité a commencé sous les lumières dorées et chaleureuses du grand salon de l'hôtel Ritz à Paris, où plus de 300 médecins, membres de conseils d'administration et donateurs du monde médical s'étaient réunis pour célébrer ses 40 ans de carrière en chirurgie cardiaque. Je me tenais au fond de la salle, à moitié dans l'ombre, le regardant sur scène alors qu'il acceptait sa récompense. Ses cheveux blancs brillaient sous le lustre, sa confiance rayonnant dans une pièce entièrement conçue pour le louer. Quiconque le regardait aurait vu un homme à l'apogée de son héritage. Tout ce que je voyais, c'était la distance entre nous, une distance creusée lentement sur une décennie de commentaires dédaigneux et de déceptions silencieuses, surtout en ce qui me concernait et la carrière qu'il jugeait indigne de son nom. Je pouvais déjà prédire le script de son discours, il utilisait le même ton depuis des années chaque fois qu'il parlait du monde médical, des patients qu'il avait sauvés, des avancées auxquelles il avait contribué, du respect qu'il avait gagné. Rien de tout cela n'était faux, mais cela ne faisait que souligner à quel point il comprenait peu mon monde, celui dans lequel il n'avait jamais mis les pieds. Alors qu'il passait à la partie du discours où il remerciait les personnes qui avaient rendu ce parcours possible, mon estomac s'est noué. Il a d'abord appelé mon frère aîné, le louant comme une étoile montante de la médecine interne. Sa voix gonflait d'une fierté réservée à un seul fils. Puis il s'est tourné vers la section des tables où je me tenais, et la salle a suivi son regard. Ma gorge s'est serrée avant même qu'il n'ouvre la bouche. Et voici, dit-il, marquant une pause juste assez longue pour que mes paumes deviennent moites, mon fils, Julien. Il enseigne en maternelle, du babysitting en somme, mais ça lui va bien. Sa voix a porté facilement à travers les haut-parleurs, déclenchant une vague de rire dans la salle de bal, le genre de rire poli qui pique encore plus parce que les gens pensent qu'il est inoffensif. Une chaleur m'est montée au cou alors que le son résonnait autour de moi. Je suis resté immobile, les doigts crispés sur le tissu de ma poche, serrant mon téléphone comme si c'était une encre. Un instant, j'ai pensé que j'allais sortir, mais je me suis forcé à rester en place, la mâchoire serrée. J'avais entendu des versions de cette phrase toute ma vie d'adulte, que l'enseignement n'était pas un vrai travail, que j'avais gaspillé mon intelligence, que n'importe qui pouvait faire ce que je faisais. Mais l'entendre amplifié par un microphone lors de sa plus grande soirée était tout à fait différent. L'humiliation s'est installée dans ma poitrine comme quelque chose de tranchant. Mon téléphone a vibré. Un nouvel email est apparu sur l'écran. Lettre de nomination en pièces jointes. Fondation Lambert. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà ce qu'il contenait. Et je savais que la vérité contenue dans ce message avait le pouvoir de renverser la dynamique de toute cette soirée. Mais je l'ai gardé pour moi, brûlant comme un secret entre mes côtes. Ce n'était pas le moment de révéler quoi que ce soit. Pas encore. Puis je l'ai vue, Marguerite Lambert, la présidente de la Fondation Lambert, se glissant dans la salle de bal et se dirigeant tranquillement vers l'avant. Elle n'était pas sur la liste des invités. Elle n'était certainement pas là pour applaudir les accomplissements médicaux de mon père. Sa présence était un avertissement, un changement de pression atmosphérique avant une tempête. Je l'ai regardé s'approcher de la scène, et j'ai réalisé avec une clarté saisissante que quelque chose était sur le point de changer, pas seulement pour mon père, mais pour moi. Le rire dans cette salle de bal m'a ramené en arrière, dans une maison perchée sur la butte Montmartre où la famille Dubois dînait ensemble tous les soirs à 18h précises. Mon père s'asseyait au bout de la longue table en noyer, récitant les victoires chirurgicales de la journée comme s'il faisait un rapport à une classe à vide. Il parlait des artères comme de fils narratifs et des anomalies cardiaques comme de rebondissements. Ma mère hochait la tête.
Mon frère posait des questions techniques et je restais assis en silence, attendant un moment pour lui parler du premier élève qui avait appris à écrire son nom ou de l'enfant qui avait finalement surmonté son anxiété de séparation. Mais il ne demandait jamais, et quand j'essayais de partager malgré tout, il offrait un bref sourire distrait avant de revenir à la médecine, la langue de la maison. Mon désir d'enseigner a toujours été traité comme une phase temporaire, quelque chose qu'il supposait que je dépasserais une fois que j'aurais trouvé ma vraie voie. Quand je lui ai dit que je voulais postuler à la Sorbonne pour une formation en éducation de la petite enfance, la déception sur son visage était si vive qu'elle ressemblait à une réprimande. Ma mère est restée silencieuse, pliant des serviettes pendant qu'il me disait que je gaspillais un cerveau parfaitement bon. Je me souviens encore d'être resté dans le couloir après, lettre d'acceptation en main, essayant de me convaincre que mes choix comptaient, même s'il pensait le contraire. Des années plus tard, lorsque j'ai soutenu ma thèse de maîtrise sur le neurodéveloppement précoce et le moment de l'intervention, il n'est pas venu. Il m'a dit plus tard qu'il avait été de garde à la dernière minute, pour que j'apprenne plus tard par un de ses collègues qu'il avait assisté à un dîner avec d'autres chirurgiens. Ce n'est pas l'absence qui a fait mal. C'est la facilité avec laquelle il a prétendu que mon travail ne méritait pas sa présence. Les réunions de famille n'ont fait qu'accentuer ce schéma. Aux anniversaires et aux fêtes de fin d'année, il me présentait toujours de la même manière, Julien travaille avec des enfants. Quelque chose dans l'éducation précoce, je crois. Le sourire sur son visage ne correspondait jamais à la fierté qu'il éprouvait pour la liste croissante des réalisations et des titres de mon frère. Je restais là poliment, me rappelant que les enfants de ma classe reconnaissaient ma valeur, même quand lui ne le faisait pas. Mais un souvenir s'est ancré plus profondément que les autres. Le jour de l'obtention de ma maîtrise, mon père a serré la main de mon directeur de thèse et a dit « C'est dommage que le programme ne mette pas plus ses étudiants au défi. » Il voulait que ce soit une blague. Mais le commentaire a atterri comme un verdict. J'ai ravalé ma peine à l'époque, me convainquant que son approbation n'avait pas d'importance. Mais ce soir, en l'entendant réduire ma carrière devant des centaines de personnes, j'ai senti tous ces moments enfouis remonter à la surface. Pour la première fois, je ne les ai pas refoulés. Ce soir, le récit qu'il avait construit sur moi était sur le point de s'effondrer. Et pour une fois, je ne serai pas celui qui se tient tranquillement pendant qu'il raconte mon histoire à ma place. 3 mois avant le gala, bien avant que je sache la tournure que prendrait la soirée, un email de la Fondation Lambert est arrivé dans ma boîte de réception alors que je nettoyais des traces de peinture au doigt et des cubes alphabétiques après la classe. L'objet était si direct qu'il ne semblait pas réel au début, invitation à un entretien, directeur de l'éducation. J'ai ouvert l'email 2 fois juste pour m'assurer que les mots ne changeaient pas. C'était un poste qui ne se libérait presque jamais, responsable de la supervision des allocations de subventions éducatives et médicales à l'échelle nationale. Un rôle avec une réelle influence, une réelle portée, quelque chose de bien plus grand que les murs de la classe que j'avais passé des années à défendre. Et pourtant, je n'en ai pas parlé à mes parents. Je savais exactement comment cette conversation se déroulerait. Mon père le rejetterait comme un autre détour frivole dans ma vie. Ma mère éviterait tranquillement de prendre parti, et mon frère me demanderait si je comptais continuer à jouer à l'école pour toujours. Certaines nouvelles méritaient d'être protégées, du moins jusqu'à ce qu'elles deviennent solides. Une semaine plus tard, lors d'un dîner de famille auquel j'avais été invité plus par obligation que par désir, la notification de l'email est apparue sur l'écran de mon téléphone alors que je vérifiais distraitement l'heure. La fourchette de mon père s'est figée en l'air. Pas de téléphone à table, a-t-il lancé, comme si j'avais de nouveau 10 ans et non un homme adulte avec une carrière qu'il refusait de reconnaître. J'ai rangé le téléphone et gardé la nouvelle pour moi. Elle ne leur appartenait pas. Pas encore. À l'approche de la date de l'entretien, mon père a commencé à m'assigner des tâches pour son gala comme si j'étais un membre du personnel plutôt que son fils. Quand je lui ai finalement dit que je ne serais pas disponible pour aider à l'installation parce que j'avais un rendez-vous important, il est resté silencieux un moment, comme il le faisait toujours avant que sa colère ne s'aiguise. Important, a-t-il répété comme pour tester le mot. Assez important pour ne pas aider ta propre famille. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas quelque chose que je pouvais reporter, mais il m'a interrompu, m'accusant d'être égoïste, de ne jamais être à la hauteur, de me cacher derrière un travail si insignifiant que manquer une journée n'importerait à personne. Quelque chose en moi s'est brisé d'une manière étrangement calme. Pour la première fois, je n'ai pas avalé ses paroles. Je lui ai dit calmement mais fermement que mon travail comptait plus qu'il ne l'avait jamais reconnu. Le silence au téléphone est passé de la colère à l'incrédulité. Puis est venue la phrase qu'il utilisait toujours quand il voulait mettre fin à une conversation en sa faveur.
Si c'est plus important que ta famille, alors vas-y, c'était censé me faire honte et me ramener à l'obéissance. Au lieu de cela, cela a tout clarifié. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans l'obscurité de mon appartement et j'ai laissé le poids de ce que je savais s'installer en moi. Le centre hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, son hôpital, avait soumis une demande de subvention de 6 millions d'euros à la Fondation Lambert, et le poste pour lequel je passais l'entretien avait une supervision directe sur des subventions comme la sienne. Je n'avais pas demandé cette collision, mais elle arrivait quand même. Qu'il croie ou non en la valeur de mon travail, la vérité se dirigeait vers lui, et aucun de nous ne pouvait l'arrêter. Le matin de l'entretien, je me tenais au pied de la tour Lambert, regardant le bâtiment de verre qui reflétait tout l'horizon parisien. Entrer à l'intérieur, c'était comme entrer dans une version de ma vie que je n'étais pas tout à fait sûr de mériter. Mais chaque pas dans le hall en marbre, chaque étage que l'ascenseur montait m'éloignait davantage de l'ombre sous laquelle j'avais vécu pendant des années. Au moment où j'ai atteint le 42e étage, mon rythme cardiaque s'était stabilisé en quelque chose de plus vif que de la nervosité. De la détermination peut-être, ou du défi. 4 personnes m'attendaient dans la salle de conférence. Marguerite Lambert à la tête de la table, posée et indéchiffrable. Le docteur Sonia Martel, que je connaissais de réputation, et 2 membres du conseil d'administration dont j'ai immédiatement oublié les noms dans le flou du moment. Quand ils m'ont demandé de me présenter, je n'ai pas parlé de mon père ou de mon nom de famille, mais du travail qui m'avait façonné, ma classe, les recherches que j'avais menées sur le neurodéveloppement précoce, le programme pilote que j'avais mis en place avec des thérapeutes pédiatriques pour identifier les retards avant qu'ils ne se transforment en obstacles. Pour la première fois, devant des gens qui comptaient, je me suis senti vu. Puis Marguerite a fait glisser une pile de dossiers sur la table. Elle voulait que j'examine des exemples de propositions et que je discute de celles qui démontraient une forte intégration entre les soins de santé et l'éducation précoce. J'ai lu chaque dossier avec une concentration aiguisée par des années à faire le genre de travail que la plupart des gens ne remarquent jamais. J'ai signalé un langage vague, des indicateurs manquants, des plans éducatifs faibles déguisés en sensibilisation. Les membres du conseil semblaient surpris par ma franchise, mais Marguerite hochait seulement la tête, prenant des notes. Quand j'ai atteint le dernier dossier, quelque chose en moi s'est arrêté. Centre hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, l'hôpital de mon père. Une demande de 6 millions d'euros pour agrandir l'aile de cardiologie pédiatrique. Et caché à la fin, remplissant à peine une demi-page, se trouvait le soi-disant volet éducatif. 2 courts paragraphes de promesses sans preuve. Pas de programme, pas de plan de mise en œuvre, pas d'éducateur qualifié, rien qui ne corresponde aux normes qu'il prétendait valoriser. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais pas de panique. De lucidité. Marguerite a demandé mon évaluation, inconsciente du lien de sang qui parcourait la demande. Je me suis forcé à répondre aussi honnêtement que je l'avais fait avec les autres. J'ai expliqué que la proposition était médicalement solide, mais éducativement creuse, qu'elle manquait de substance et de structure, qu'elle ressemblait plus à une case à cocher qu'à un véritable engagement. Elle a écouté, l'expression inchangée. Quand j'ai fini, la pièce était silencieuse jusqu'à ce que le docteur Martel pose son stylo et me regarde directement. Vous savez qui a soumis ceci, n'est-ce pas? Il était inutile de faire semblant. J'ai hoché la tête une fois. Je leur ai dit que je me récuserais de toute évaluation formelle impliquant ma famille, mais que mes commentaires aujourd'hui étaient basés uniquement sur des normes professionnelles. Quelque chose dans la pièce a changé, non pas le doute, mais le respect. Marguerite s'est penchée en arrière, m'étudiant avec la même précision calme que j'avais vue en elle plus tôt. Puis elle m'a dit ce que je ne m'étais pas permis d'espérer. J'étais le candidat le plus solide qu'ils aient vu, et elle présentait mon nom au conseil ce soir-là. La décision n'était pas finale, mais elle était assez proche pour sembler réelle. Quand je suis sorti de la tour Lambert, l'air semblait différent. Vif, électrique, presque léger. Mais sous tout cela, il y avait la prise de conscience croissante que la vérité que je portais se dirigeait droit sur mon père. Et il n'y avait aucune version de cette histoire où il serait prêt pour cela. Au moment où je suis sorti de la tour Lambert, l'air de fin d'après-midi semblait plus vif qu'il n'aurait dû, comme si la ville elle-même comprenait que quelque chose dans ma vie avait changé. Mon téléphone a commencé à vibrer presque immédiatement. D'abord mon père, puis ma mère, puis mon frère, tous appelant frénétiquement. J'ai laissé l'écran s'allumer et s'éteindre sans répondre. Je savais exactement ce que ces appels signifiaient et quels mots m'attendaient à l'autre bout du fil. Il n'y avait aucune version de la conversation où je ne serais pas poussé, pressé ou culpabilisé pour défaire ce que j'avais accompli une heure plus tôt,
et je n'étais pas prêt à entendre quoi que ce soit. Mais le silence ne dure qu'un temps. Le nom de ma mère est apparu à nouveau, et cette fois, la culpabilité m'a fait décrocher. Sa voix était tendue, crispée, comme toujours quand elle était prise entre les attentes de mon père et mes sentiments. Elle m'a dit qu'il était furieux, que je devais venir à l'hôtel tout de suite, qu'il comptait sur moi depuis des jours pour finaliser les arrangements de son gala. Je pouvais entendre la tension derrière ces mots, la peur de le décevoir, le poids qu'elle avait porté pendant des décennies et qu'elle m'avait tranquillement transmis. Je lui ai dit que je serais là, mais je n'ai pas promis plus que ça. Quelques minutes plus tard, mon père a appelé. Sa voix n'a pas commencé avec de la colère. Elle a commencé par une accusation. Il a exigé de savoir si j'avais vraiment l'intention d'ignorer les besoins de ma famille pour un rendez-vous. Il m'a rappelé que ce soir était le summum de sa carrière, un moment qu'il avait gagné par le sacrifice, et que je le mettais en péril en choisissant quelque chose qui, selon ses mots, ne pouvait pas être plus important que d'être présent pour ton propre père. Je l'ai laissé parler, laissant chaque pique familière m'atteindre sans couler cette fois. Quand il a fait une pause assez longue pour que je réponde, je lui ai dit la vérité, que l'entretien pouvait changer ma vie d'une manière qu'il n'avait même pas essayé d'imaginer. Il y a eu un silence, comme s'il ne savait pas trop comment traiter l'idée que je me défendais. Puis il l'a rejeté avec un ricanement. Il a changé de tactique comme il le faisait toujours quand la logique ne fonctionnait pas. Il a dit qu'il avait invité le docteur Martel au gala, convaincu que sa présence me motiverait à arriver plus tôt. Il ne savait pas qu'elle était assise en face de moi ce matin même dans la salle d'entretien, qu'elle avait écouté ma vision et mes projets avec un respect qu'il ne m'avait jamais offert. Il pensait qu'invoquer son nom me ferait rentrer dans le rang. Au lieu de cela, cela a révélé à quel point il comprenait peu où ma vie se dirigeait. Avant que je puisse même formuler une réponse, il a prononcé la phrase qui m'a retourné l'estomac. Si j'arrivais en retard, a-t-il dit, je ne devais pas m'attendre à être avec la famille sur scène. Il l'a dit calmement, comme si me priver de mon appartenance était une conséquence juste. J'ai senti un petit tremblement dans ma poitrine, mais je n'ai pas reculé. Je lui ai dit que je ne montais pas sur cette scène pour son approbation. Je ne l'avais jamais fait. Nous avons raccroché sans résolution, sans compréhension. Quelques secondes plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, ce n'était pas mon père. C'était la Fondation Lambert. Votre nomination a été approuvée. Les mots étaient nets, calmes, presque doux, mais ils m'ont frappé avec force. Je suis resté immobile sur le trottoir, laissant les gens m'éviter, réalisant que je détenais quelque chose que mon père n'aurait jamais pu anticiper. Quelque chose qu'il avait passé des années à se convaincre que j'étais incapable d'obtenir. Quand je suis finalement entré à l'hôtel Ritz, les préparatifs du gala battaient leur plein. Le personnel se dépêchait dans le hall, ajustant les centres de table et testant les systèmes de sonorisation. Ma famille était introuvable. Ils étaient à l'étage avec les organisateurs, accomplissant les derniers rituels pour la soirée parfaite de mon père. Je n'étais pas là pour aider. Je n'étais pas là pour arranger les choses. J'étais là parce que j'avais besoin de voir de mes propres yeux comment la vérité se dévoilerait quand mon père monterait sur scène et me présenterait comme le fils qui fait du babysitting. Je ne savais pas exactement comment la nuit se déroulerait, seulement que rien ne se passerait comme il le pensait. Quand je suis entré dans la salle de bal, les sièges étaient déjà occupés et les lumières s'étaient tamisées pour encadrer la scène où mon père se tenait au centre, baigné d'un halo de lumière blanche. Les applaudissements qui l'ont accueilli étaient assourdissants, le genre d'applaudissements qui suit une vie de prestige. Je me suis dirigé vers la table 14, placée délibérément à l'écart de la section familiale à sa demande. En m'asseyant, je pouvais voir ma mère au premier rang, les mains jointes, mon frère flanquant mon père avec une fierté aisée et confortable. Il correspondait à l'image qu'il voulait projeter. Moi, jamais. Mon père a commencé son discours et la salle s'est penchée pour l'écouter. Il a parlé de chirurgie d'urgence, d'appels nocturnes et de décennies passées à sauver des vies. Il parlait bien, il l'a toujours fait. Et le public écoutait par respect pour ce qu'il avait incontestablement gagné. Mais sous la fierté de sa voix, je pouvais entendre autre chose. Quelque chose qui avait façonné toute mon enfance. La certitude que son travail comptait plus que celui de n'importe qui d'autre. Puis est venue la partie que j'appréhendais. Il a invité mon frère à se lever et l'a loué pour avoir perpétué l'héritage familial, le qualifiant de futur de l'innovation cardiaque. Les applaudissements ont repris, chaleureux et sincères. Quand ils se sont tus, il s'est tourné vers la table 14, vers moi.
J'ai gardé les yeux fixes même si le malaise familier s'est insinué dans ma poitrine. Son sourire a changé, se crispant juste assez pour me faire savoir ce qui allait arriver. Et voici mon plus jeune fils, Juju, a-t-il dit, son ton plongeant dans une affection feinte. Il enseigne en maternelle, ce qui, si nous sommes honnêtes, est essentiellement du babysitting. Le rire a fusé instantanément, une vague désinvolte à travers la pièce. Les gens ont ri parce qu'il l'a fait sonner comme une blague, parce que me rabaisser était quelque chose qu'il faisait avec une telle facilité qu'ils ont supposé que ce devait être inoffensif. Ils n'avaient aucune idée du nombre de fois où j'avais entendu cette même phrase. Alors que le son s'estompait, j'ai regardé vers l'entrée et je l'ai vue. Marguerite Lambert entrant dans la salle de bal. Elle ne souriait pas. Elle ne se faisait pas petite, et elle n'était pas là pour être discrète. Elle se déplaçait avec une détermination qui rendait l'air différent. Et j'ai su alors que la nuit était sur le point de virer en territoire inconnu. Mon père a continué à parler, passant d'anecdotes inoffensives à des histoires qui en révélaient plus qu'il ne le réalisait. Il a raconté à la foule comment j'avais toujours manqué de motivation, comment j'avais choisi la Sorbonne plutôt que la faculté de médecine malgré ma capacité à faire plus, comment mes ambitions semblaient se limiter aux crayons de couleur et au tapis de jeu. Sa voix portait la suffisance de quelqu'un certain de tenir la salle dans sa paume. Ce qu'il ne voyait pas, c'est comment le public commençait à changer, sentant un malaise sous le rire. Juste au moment où il se préparait à passer au segment des récompenses, le coordinateur de l'événement a reçu un signal du fond de la salle. Il s'est éclairci la gorge et s'est avancé vers le micro. Avant de continuer, nous avons une invitée spéciale qui aimerait dire quelques mots. La salle s'est tournée alors que Marguerite Lambert se dirigeait vers la scène. Le visage de mon père s'est crispé au moment où il l'a reconnue. Elle a atteint les marches, est montée avec une autorité calme et s'est tenue à ses côtés avant de faire face au public. Puis elle s'est tournée vers lui, sa voix claire et assurée. Merci pour la présentation, docteur Dubois. C'était intéressant, mais vous devriez peut-être vous asseoir maintenant, parce que je pense que tout le monde ici mérite de savoir qui est réellement votre fils. J'ai vu la couleur quitter son visage, j'ai vu sa prise se resserrer sur le bord du podium. En une fraction de seconde, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais pleinement saisi auparavant. Pour la première fois de sa vie, il n'était plus en contrôle. Ni de son récit, ni du mien, ni de la salle qu'il avait vénérée pendant 40 ans. Et j'ai su avec une certitude absolue que la nuit ne faisait que commencer. Quand Marguerite Lambert est montée sur scène, toute la salle de bal a semblé se crisper autour de sa présence. 300 médecins, administrateurs, donateurs et connaissances familiales se sont tus d'un seul coup, comme si quelqu'un avait appuyé une main contre l'air et l'avait immobilisé. Mon père se tenait figé à côté du podium, la récompense dans sa main brillant sous les lumières. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Il n'avait aucune idée que le récit qu'il avait contrôlé pendant des décennies était sur le point de lui échapper. Marguerite a commencé doucement, son ton respectueux. Elle a loué ses 40 ans de service, son dévouement, ses innombrables nuits en salle d'opération. Les gens hochaient la tête, et pendant un moment, les épaules de mon père se sont détendues, rassurés que cette interruption ne ferait que polir davantage son image. Puis elle a changé de ton, son expression se resserrant avec détermination alors qu'elle s'adressait à la salle. Il y a quelque chose d'important qui doit être clarifié ce soir, a-t-elle dit. Et j'ai senti chaque muscle de mon corps se contracter. Quoi qu'elle soit sur le point de révéler, cela changerait non seulement la dynamique entre moi et mon père, mais la façon dont toute cette salle nous voyait tous les deux. Elle a annoncé que la Fondation Lambert avait nommé un nouveau directeur de l'éducation, quelqu'un qui superviserait, évaluerait et approuverait les demandes de subventions médicales à l'échelle nationale liées à l'intervention précoce et à l'éducation communautaire. Le titre seul a provoqué une vague de confusion dans la salle de bal. Quand elle a dit mon nom, j'ai entendu le hoquet collectif derrière moi. Les gens qui avaient ri quelques minutes plus tôt se sont retournés sur leur siège, les yeux écarquillés, leurs expressions passant de l'amusement à l'incrédulité. Quelques médecins se sont murmurés, choqués que l'enseignant de maternelle dont mon père se moquait ait accédé à un rôle qui détenait une réelle autorité dans leur monde. Je me suis levé de la table 14. Le chemin vers la scène m'a semblé plus long qu'il n'aurait dû, et le silence était si profond que mes pas résonnaient. Quand j'ai atteint la plateforme, Marguerite a posé une main ferme sur mon épaule avant de se tourner à nouveau vers le public. Elle a brandi un dossier, la proposition du centre hospitalier de la Pitié-Salpêtrière. Ceci, a-t-elle dit, est l'une des plus grosses demandes actuellement en cours d'examen. Et le fils du docteur Dubois sera celui qui supervisera son processus d'évaluation.
Le visage de mon père s'est vidé de sa couleur. Il ne l'avait pas su. Il s'était célébré sans réaliser que l'institution même portant son héritage dépendait désormais de mes normes. Quand elle m'a tendu le micro, mes doigts ont tremblé un instant, mais ma voix est sortie stable. J'ai parlé de l'importance de l'éducation de la petite enfance, non pas comme une réflexion après coup, non pas comme du babysitting, mais comme le fondement de tout développement neurologique, émotionnel et académique. J'ai expliqué comment le langage précoce, la coordination motrice et la régulation émotionnelle jouent des rôles cruciaux dans la façon dont les futurs patients décrivent leurs symptômes, suivent les conseils médicaux et survivent à une crise. Je leur ai rappelé que chaque chirurgien, chaque médecin, chaque professionnel dans cette salle avait un jour été un enfant apprenant à tenir un crayon, à décrire un inconfort, à demander de l'aide et à faire confiance aux adultes. La salle a changé. Certains médecins hochaient lentement la tête, absorbant le poids de ce qu'ils avaient négligé. D'autres semblaient mal à l'aise, reconsidérant peut-être le rire qu'ils avaient partagé plus tôt. J'ai veillé à ce que mes derniers mots soient clairs, stables, délibérés. J'ai l'intention de maintenir les normes les plus élevées dans ce rôle, et cela s'applique à chaque institution de ce pays, y compris celle où mon père travaille. Quand j'ai reposé le micro, le directeur a signalé la transition vers la suite du programme, mais rien n'était plus pareil. Mon père fixait le sol, incapable de retrouver la certitude avec laquelle il était monté sur cette scène. Dans ses yeux, j'ai vu de la confusion, de la douleur, et quelque chose que je n'avais jamais vu de sa part auparavant. La peur. À la fin du gala, la dynamique de la salle avait complètement changé. Médecins, administrateurs et chercheurs m'ont approché avec une curiosité sincère, posant des questions sur les stratégies d'intervention, sur les programmes communautaires, sur le rôle que je jouerais dans les futures décisions de financement. Certains se sont excusés discrètement d'avoir ri plus tôt. D'autres ont simplement essayé de comprendre comment ils m'avaient si mal jugé pendant si longtemps. De l'autre côté de la salle de bal, mon père se tenait seul, plus entouré d'admirateurs. Pour la première fois de la soirée, personne ne se précipitait pour lui serrer la main ou le féliciter. L'isolement semblait l'engloutir tout entier. Quand il s'est finalement approché de moi, il a forcé un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. « Je suis fier de toi », a-t-il dit, les mots raides, comme s'ils avaient été arrachés d'un endroit profond et réticent. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Pas de la colère, mais de la clarté. La fierté ne signifie rien, ai-je dit, quand elle n'apparaît que parce que je détiens l'autorité maintenant. Je n'ai pas besoin que tu sois fier de moi. J'ai juste besoin que tu respectes ce que je fais. Il a baissé le regard, la façade se fissurant de petites manières subtiles. Au cours des semaines suivantes, il a appelé plus qu'il ne l'avait fait au cours des 5 dernières années combinées, non pas pour prendre des nouvelles de ma vie, mais pour s'enquérir de la proposition de subvention. On avait dit au centre hospitalier de la Pitié-Salpêtrière que leur soumission initiale manquait de la profondeur éducative requise. Il m'a demandé si je pouvais le conseiller. Je lui ai dit que toute communication devait passer par le bureau de la Fondation Lambert, sans exception. Il n'a pas discuté. Il savait qu'il ne le pouvait pas. La proposition révisée est arrivée des mois plus tard, resserrée, mais toujours insuffisante. Le conseil d'administration n'a approuvé que 3 millions au lieu des 6 demandés. Ce n'était pas ma décision, je m'étais formellement récusé, mais les normes que mon équipe appliquait étaient strictes. Pour une fois, mon père a dû naviguer dans un système qu'il ne pouvait ni charmer ni commander. Dans les jours qui ont suivi, quelque chose a changé en lui. Il a commencé à lire des articles que j'avais recommandés des années auparavant. Il a demandé des recherches sur le neurodéveloppement précoce. Et un matin, il a appelé pour poser une question qui m'a stupéfié. « Pourrais-je visiter ta classe ?» J'ai accepté. Pas pour la validation, pas pour me prouver quelque chose, mais parce que je voulais qu'il comprenne le monde que j'avais construit sans lui. Quand il est arrivé, il s'est assis sur une minuscule chaise parmi des enfants de 5 ans, essayant maladroitement d'aider un enfant à tenir une paire de ciseaux correctement. Ses mains, les mêmes mains qui avaient effectué des centaines d'opérations vitales, tremblaient alors qu'il guidait un enfant pour couper une seule ligne droite. Je regardais tranquillement depuis le fond de la pièce, ressentant un mélange inattendu de tristesse et de sympathie. Pour la première fois, il n'était pas le chirurgien, ni l'autorité, ni le patriarche. Il n'était qu'un homme essayant de comprendre quelque chose qu'il avait méprisé pendant des décennies. Après la classe, il m'a regardé, les yeux plus doux que je ne les avais jamais vus. « Maintenant, je comprends pourquoi tu as choisi ça, a-t-il dit. Je ne me suis pas précipité pour le rassurer.
Je n'ai pas rempli le silence de pardon. Je l'ai laissé s'asseoir avec la prise de conscience qu'il avait gagnée par lui-même. Quand j'ai finalement parlé, c'était simple. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu as juste besoin de savoir qu'aucun travail n'est petit. Il a hoché la tête lentement, sans protester. C'était nouveau. Ça comptait. En sortant de la pièce, le poids que j'avais porté pendant des années semblait plus léger. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais arrêté d'essayer. Je n'avais plus besoin de m'intégrer dans son monde. Je n'avais plus besoin de me faire petit pour maintenir la paix. J'étais sorti de l'ombre qu'il projetait, non pas en le battant, mais en me choisissant. Et à partir de ce moment, j'ai vécu non pas par permission, mais par mes propres décisions. Dans le calme après le départ de mon père de la salle de classe, je suis resté un moment, laissant la quiétude s'installer autour de moi. Les petites chaises, les crayons de couleur éparpillés, les dessins inachevés scotchés au mur. C'était le monde que j'avais choisi bien avant que quiconque pense qu'il comptait. Pendant des années, j'avais porté la conviction que je devais lui justifier ce choix, que je devais prouver quelque chose à un homme qui ne croyait pas que quoi que ce soit de significatif puisse se produire dans une pièce pleine d'enfants. Mais en le regardant se débattre avec une paire de ciseaux pour enfants, en voyant sa certitude s'effilocher en humilité, j'ai réalisé quelque chose de profond. La validation que j'avais passé la moitié de ma vie à chercher n'avait jamais été à lui de la donner. Et le pouvoir qu'il avait sur moi n'avait jamais été que le pouvoir que je lui avais remis. En rentrant chez moi ce soir-là, la lumière tardive de Paris filtrait à travers les nuages dans une douce brume griore. Les gens se pressaient devant moi, des parents, des étudiants, des infirmières en blouse sentant encore légèrement l'antiseptique, des ouvriers du bâtiment, des navetteurs. J'ai pensé à tout le travail invisible qui se déroule dans ces vies. Le travail que personne n'applaudit sur une scène. Un travail qui n'est ni glamour ni digne des gros titres, mais qui soutient des communautés entières. Il m'est alors apparu combien de personnes doivent connaître ce sentiment d'être sous-estimées, rejetées ou éclipsées par quelqu'un qui croit que ses propres réalisations valent plus. Combien de personnes se font petites dans leur propre famille juste pour maintenir la paix? Combien portent le poids des attentes de quelqu'un d'autre comme une ancre attachée à leur côte? Je pensais que la petitesse était la sécurité. Que si je restais silencieux, si je restais agréable, si je restais en arrière-plan, je pourrais éviter les conflits. Mais vivre tranquillement venait avec sa propre sorte de douleur. La douleur d'être invisible à l'endroit où cela comptait le plus. Et le soir du gala, quand mon père a utilisé le micro pour transformer mon existence en chute de blague, quelque chose en moi a finalement refusé de se taire. La vérité est que, au moment où Marguerite a dit mon nom, la salle n'a pas seulement basculé pour lui, elle a basculé pour moi. Pour la première fois, j'ai vu la distance entre qui on m'avait appris à être et qui j'étais réellement. Et une fois que vous voyez cette distance clairement, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous ne pouvez pas retourner à vous faire plus petit pour quelqu'un qui refuse de grandir. Mon père et moi ne sommes pas soudainement guéris. Le respect se reconstruit brique par brique, il n'est pas transmis en une seule conversation. Certains jours, il essaie sincèrement. Certains jours, il retombe dans des habitudes façonnées par des décennies de hiérarchie. Mais c'est son chemin, pas le mien. Ma croissance n'a pas nécessité sa permission, seulement ma décision. Et cette prise de conscience a changé tout le paysage de ma vie. Peut-être avez-vous ressenti une version de cela. Peut-être que quelqu'un dans votre vie, famille, partenaire, professeur, patron, vous a dit que vos rêves étaient trop petits, votre travail sans importance, vos ambitions peu impressionnantes. Peut-être avez-vous appris à ravaler votre propre fierté parce que les gens autour de vous refusent de voir votre valeur. Peut-être êtes-vous resté silencieux pour maintenir la paix, mais avez perdu des morceaux de vous-même en cours de route. Si c'est vous, alors écoutez-moi bien. Votre valeur ne dépend pas de qui la reconnaît. Vous n'avez pas besoin d'une scène, d'un titre ou d'un micro pour rendre votre vie significative. Parfois, les plus petits espaces, les salles de classe, les foyers, les rôles en coulisses, les efforts nocturnes que personne ne voit, détiennent les plus grands héritages. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de refuser de laisser quelqu'un d'autre définir les limites de votre vie. Partager cette histoire n'a pas été facile. Ces blessures sont profondes, et les exprimer à voix haute signifie revivre 1000 petites coupures. Mais si mon histoire aide ne serait-ce qu'une personne à sortir d'une ombre dans laquelle elle n'était jamais censée vivre, alors ça en vaut la peine, j'espère que vous irez de l'avant.